coucou la team, bienvenue pour ce dernier TP du programme de ces 2 années de SP. Un TP un petit peu spécial à plusieurs titres puisque on a passé les épreuves de bac, on a un peu plus le temps de prendre le temps, même si on n'oublie pas le grand oral, et puis on a dépassé aussi les 100 vidéos sur la chaîne YouTube, donc un TP spécial 100e. Et pour finir, on voulait vous dire un grand merci pour ces 2 années de SP passées avec vous, où on a pris beaucoup de plaisir à bosser ensemble. Et comme vous le savez, dans la team, on a une passion pour les métaux. On voulait partager ça avec vous au travers de ce TP spécial bijouterie. Alors ce TP sur la bijouterie va nous permettre de découvrir une nouvelle facette des transformations chimiques. Alors pour l'instant, on sait qu'au cours d'une transformation chimique, le système chimique, il évolue d'un état hors équilibre caractérisé par son quotient de réaction QR vers un état d'équilibre caractérisé par sa constante d'équilibre KT. C'est ce que l'on a appelé l'évolution spontanée d'un système chimique. On a aussi vu ensemble dans ce magnifique TP sur les grenouilles que lorsqu'on guide un transfert spontané d'électrons à l'aide d'un circuit extérieur, eh bien, on pouvait fabriquer une pile. Ce que l'on va voir au cours de ce TP, c'est que le sens d'évolution d'un système chimique, eh bien, on peut arriver à le forcer, et notamment le forcer dans le sens non spontané. On va ainsi découvrir et comprendre le fonctionnement d'un électrolyseur et surtout s'en servir dans notre TP bijouterie pour faire ce que l'on appelle de la galvanoplastie. L'idée de ce TP, c'est que dans un premier temps, on va fabriquer ensemble une petite bague. Et une fois qu'on l'aura fabriquée, on va lui faire subir ce que l'on appelle une galvanoplastie, une argenture, une dorure, un rhodiage ou encore un nickelage-chromage. Bien entendu, cette première partie du TP, elle n'est absolument pas au programme de SP, mais elle va nous permettre de parler des métaux. Et dans vos poursuites d'études scientifiques, que vous fassiez de la médecine, une école de chimie, une école d'ingénierie en mécanique ou en génie civil, de l'aéronautique ou même encore une école militaire, avoir un minimum de culture générale sur les métaux, c'est à notre sens indispensable. Ben voilà, mes petits scientifiques, on est prêts à commencer la fabrication de notre bague. On a tout le matériel devant nous, pas de souci, on va le découvrir au fur et à mesure. Pensez bien à prendre des notes sur le vocabulaire et sur les étapes au fur et à mesure. Et la première étape, ça va être de prendre les mesures de la bague qu'on veut réaliser. Alors on peut utiliser un baguier si vous avez déjà une bague qui vous va bien à votre taille, ou encore utiliser des anneaux calibrés. Ici, moi, pour ce doigt, on sera sur un diamètre 23. Ok, attention, ça ici, c'est pas un baguier, c'est ce qu'on appelle un triboulet, et c'est là-dessus qu'on va mettre en forme notre anneau. Je le place là, je fais une petite marque. Attention, il vaut mieux avoir un diamètre légèrement inférieur, parce que c'est plus facile de l'agrandir que de la rétrécir. Former notre anneau avec un fil de laiton. Ici, on choisit un diamètre 2,5 mm d'épaisseur. Le laiton, je précise, c'est un alliage cuivre-zinc avec environ 60% de cuivre. Et comme la plupart des métaux, le laiton a la propriété d'être malléable et ductile. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'en servir comme de la pâte à modeler pour former un anneau autour de notre triboulet. Et regardez de plus près, notre fil de laiton, il a beaucoup de plasticité. C'est pas vraiment de la pâte à modeler. Mais c'est là toute la magie des métaux. Cet alliage, ce laiton, on va pouvoir lui faire subir un traitement thermique qu'on appelle le recuit, où il va être beaucoup plus malléable. Avant d'expliquer ce qu'est le recuit, on va expliquer ce qu'est la trempe. La lame de mon couteau qui est en acier, je le chauffe aux alentours de 900-950 degrés. Et ensuite, je vais la refroidir très rapidement. C'est l'opération de trempe. On obtient ce que l'on appelle de l'acier trempé. Allez, petite explication scientifique de la trempe. Avec un rappel de premier enseignement scientifique, l'acier il est en fait constitué d'un empilement régulier d'atomes de fer et de quelques atomes de carbone qui se baladent ci et là. C'est ce que l'on appelle l'état cristallin. Et il existe différents types de cristaux suivant leur maille élémentaire. Par exemple, les atomes de fer dans l'acier à basse température ont une configuration cubique centrée. Celle-là, vous ne l'avez pas vue en enseignement scientifique en première.
Et puis lorsqu'on est à haute température, typiquement quand on dépasse les 900 degrés, eh bien là, les atomes de fer s'empilent différemment, ils adoptent une structure cubique fax-centrée. Mais si l'on refroidit violemment notre acier, eh bien les atomes de fer n'ont pas le temps de revenir à leur configuration la plus stable, ils restent figés à basse température dans une configuration cubique face-centrée. C'est l'opération de Tramp. On obtient alors un acier trempé qui est beaucoup plus dur que de l'acier non trempé et donc capable de rayer de l'acier non trempé. La question que vous posez peut-être, c'est comment je fais pour savoir que je suis à 900-950 degrés. Eh bien là encore, c'est l'enseignement scientifique de première qui nous donne la réponse. Parce qu'en réalité, un métal incandescent a un rayonnement qui peut être très très bien modélisé par le rayonnement d'un corps noir. Modèle du corps noir, loi de Vienne, ça vous rappelle des trucs, j'espère. Bon, en réalité, dans la pratique, tous les forgerons, les couteliers ou les ferronniers connaissent ça par cœur. Si on veut réaliser une trempe, il faut se placer entre le rouge cerise clair et l'orange. Bon, en réalité, le fil de laiton que l'on a, il n'a pas été trempé. En revanche, il est passé dans un laminoir pour le mettre en forme sous la forme d'un fil. Et lors de l'action mécanique du laminoir sur le laiton, eh bien, il se produit un effet un petit peu similaire à la trempe que l'on appelle l'écrouissage et qui a tendance à le durcir. Si l'on veut maintenant éliminer les effets de la trempe ou de l'écrouissage, eh bien, on procède à la transformation inverse que l'on appelle le recuit. On va chauffer à haute température et laisser refroidir tranquillement. Bon, pour réaliser notre recuit, on va utiliser un chalumeau et bien entendu, on va parler sécurité. On éloigne toute source de combustible ou les objets inflammables, on attache les cheveux, on utilise une blouse en coton et on fait attention à tout ce qui se passe autour de nous. On va brancher le chalumeau sur notre bouteille de gaz, comme ça. On la bloque et là on allume très tranquillement, tout doucement le chalumeau, sinon il ne s'allumera pas. On peut augmenter légèrement, on y va très précautionneusement et là on peut chauffer. Une fois qu'on obtient le rouge, eh bien on peut laisser diffuser et accompagner sur quelques centimètres la longueur dont vous aurez besoin. Et une fois qu'on a obtenu le rouge, eh bien on éteint le chalumeau, on déclipse le bec et on remet tout en sécurité et surtout on laisse refroidir tranquillement pour ne pas se brûler. Bon ben voilà, le recuit est fait, le métal est malléable, on peut commencer à former un anneau autour de notre triboulet. Une fois que l'anneau il est formé, avec un petit peu de gras, un petit peu de surplus du premier côté, vérifiez une dernière fois la taille, parce qu'il y a toujours un petit peu de plasticité, et à ce moment-là, quand c'est bon, on est prêt à scier. On va scier en même temps les deux parties, ici, avec une scie fine de bijoutier qu'on appelle un boc-fil. Le fait de scier les deux parties en même temps, ça permet d'avoir deux surfaces qui vont jointer parfaitement. Alors pour le sciage, on peut s'aider d'une cheville ici, ou alors maintenir votre anneau dans une pince en bois, il n'y a plus qu'à scier. Ensuite, la bavure, ici on va mettre un petit coup de lime pour enlever la bavure et nettoyer des deux côtés. Une fois que c'est scié et limé, eh bien vérifiez quand même que vos deux surfaces s'ajustent parfaitement et si ce n'est pas le cas, on remet un petit coup de lime. On est maintenant prêt à procéder à l'assemblage. À
ce moment-là, vous pensez peut-être qu'on va assembler les deux parties avec une soudure. Eh bien, pas tout à fait. On va réaliser ce qu'on appelle une brasure. Petite explication. Alors que ce soit de la soudure ou de la brasure, il nous faut toujours trois choses. Nos deux pièces à assembler et un métal d'apport. Alors, lors du process de soudure, on organise ce que l'on appelle un bain de fusion, c'est-à-dire que nos deux pièces assemblées et le métal d'apport sont fondus toutes les trois. À la différence, lorsqu'on réalise une brasure, eh bien là, on ne fait fondre uniquement que le métal d'apport. Eh bien ça nous oblige en fait à trouver un métal d'apport qui ait une température de fusion plus basse que les pièces de métal assemblées. Notre laiton, il a une température de fusion aux alentours de 900 degrés. Et on va réaliser sa brasure à l'aide d'un alliage d'argent. On a le choix en bijouterie entre trois différentes brasures. La brasure forte, la brasure moyenne, la brasure faible, suivant le pourcentage d'argent et donc la température de fusion. Pour notre brasure de laiton, à l'argent, on choisira, ça sera un petit peu plus simple, une brasure moyenne plutôt qu'une brasure forte. Alors ça, c'est pour la théorie. Mais en pratique, eh bien, ça demande quand même un petit peu de technique et un petit coup de main. Donc, voici quelques conseils. Déjà, avant la brasure, il faut enduire nos parties à assembler de ce que l'on appelle un décapant ou un flux de brasure. Ben ça, il va aider au mouillage, c'est-à-dire à ce que la goutte d'argent s'étale bien partout où on souhaite qu'elle aille. Ensuite, pendant la brasure, eh bien, il faut faire d'abord chauffer nos pièces à assembler, les amener à une température suffisante avant, dans un dernier temps, de faire fondre notre métal d'apport. Et pour terminer, après la brasure, il faut que l'on fasse tremper notre pièce dans ce que l'on appelle un dérocher, qui va nous permettre de nous débarrasser de l'excédent de flux de brasure. Allez, on va découper un petit bout de brasure argent, c'est ce qu'on va appeler ce petit bout, le paillon. Alors, moins d'1 millimètre, hein. Vous voyez le vide qui a comblé, c'est pas énorme en quantité de matière. Ce paillon, je me le mets de côté. On rajoute au niveau de la soudure du flux ou du décapant, ici. Alors là, pour la vidéo, je vous l'ai mise debout, mais on peut faire à plat sur la pierre réfractaire, et puis on va amener ce paillon avec une pince Bruxelles ici au niveau de la soudure. Bien sûr, je l'ai fait tomber. Ok, le paillon, il est en place. On va éviter maintenant de chauffer directement et de faire fondre directement le paillon, puisqu'il faut que notre pièce soit à bonne température. On va chauffer au rouge, rouge clair, ici, des deux côtés de la pièce. Laisser diffuser un petit peu, amener un petit peu de chaleur pour monter tout ça en température. Et quand tout sera bien rouge, on pourra faire fondre le paillon et réaliser notre brasure. Feu! Alors là, le paillon est passé dessous. Il faut toujours chauffer de l'autre côté pour que par capillarité, on attire le paillon vers nous. Voilà, le fer a fondu. L'argent a fondu. Notre brasure est maintenant réussie. Comme on l'a dit, on va éliminer les surplus de flux de soudure de décapant à l'aide d'un bain de dérocher. Voilà, on amène ça dans le bain. Alors celui-là, il est un petit peu bleu, il a un petit peu servi. Et on va le laisser comme ça, 30 secondes, 1 minute. Et on n'oublie pas de remettre notre chalumeau en sécurité. Allez, au bout de 30 secondes, 1 minute, on peut sortir notre anneau du dérocher, passer à une eau de rinçage. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est se débarrasser du surplus d'argent. Ici, un petit ponçage avec un grain relativement gros, un 240. On pourra affiner un petit peu après. Et voilà, ça commence à être propre tout ça. Bon,
si on a le temps, et s'il y en a parmi vous qui sont habiles avec leurs 10 petits doigts, et je sais qu'il y en a, Raph, Melmel, eh bien, on va pouvoir passer à une étape un peu optionnelle pour se faire plaisir. La réussite de notre prochaine étape de galvanoplastie, le nickelage chromage, va dépendre de l'état de surface de notre métal. Il faut qu'il soit le plus parfait possible, ce qu'on appelle le polymiroir. Pour ça, on va procéder avec un touret à polir et des pâtes abrasives que l'on va charger sur les roues. Un abrasif de pré-polissage un peu plus épais et le rouge ici, un abrasif de polissage fin qu'on présente toujours sur le dessous, étant donné que le touret tourne vers moi, comme ça. Et puis, on va pouvoir procéder ici, si on voit, à un pré-polissage. Et ensuite, sur l'autre roue, au polissage pour obtenir le polymiroir. Voilà. Si on peut voir ici, pas poli, polymiroir. Le polymiroir, il est terminé et à partir de ce moment-là, on ne touche plus notre ouvrage avec les doigts. Ici, et c'est ce que vous allez faire, on le suspend à un fil de laiton. Même si ça ne se voit pas à l'œil nu, notre bague elle est encore pleine de résidus de pâte de polissage qui est un produit assez gras. Il faut la dégraisser, sinon la galvanoplastie ne va pas bien prendre dessus. On risque surtout de polluer aussi nos bains de galvanoplastie. Un petit coup d'acétone, gants, lunettes et on la brique. Ça y est, on peut quitter notre costume d'artisan bijoutier pour reprendre notre casquette de scientifique et de chimiste parce que maintenant on va terminer notre bague en l'envoyant à la galvanoplastie en lui faisant subir une étape de nickelage puis de Alors chromage. la galvanoplastie, c'est un procédé électrochimique qui consiste à recouvrir un métal d'une autre couche métallique. Le but de la galvanoplastie, c'est la protection contre la corrosion ou alors en bijouterie, un objectif purement décoratif. On retrouve des process de galvanoplastie dans tout un tas de secteurs industriels. Dans le secteur de la construction, on utilise beaucoup d'acier, mais l'acier, ça a tendance à rouiller, sauf l'acier inox, bien sûr, l'acier inoxydable, qui est quand même beaucoup plus cher. Alors une solution intermédiaire consiste à recouvrir l'acier d'une couche de zinc, c'est ce qu'on appelle l'acier galvanisé. Le pont de Brooklyn, construit en 1869, où bien entendu l'acier est soumis aux intempéries, a été un des premiers gros ouvrages à utiliser cette technique d'acier galvanisé. Jusque dans les années 70 et l'explosion de l'industrie du plastique, le secteur automobile a été un gros consommateur d'acier chromé. Dans le secteur auto, on a surtout utilisé le chrome pour ses aspects décoratifs dus à sa haute brillance, mais aussi pour son extrême dureté qui fait qu'il se raye très difficilement. Pour avoir un chrome qui dure dans le temps, il faut procéder d'abord à une sous-couche au nickel, ce qu'on appelle un nickelage, d'où l'expression nickel-chrome. Et sur l'acier, comme le nickel tient mal, il faut d'abord faire un cuivrage. Donc pour de l'acier chromé, cuivrage, nickelage, chromage. Dans le secteur industriel, maintenant, beaucoup de pièces sont fabriquées en laiton parce que c'est facile à couler, réaliser des moulages et aussi derrière les opérations d'usinage sont faciles. Pour des aspects décoratifs, on le chrome, pas besoin de cuivrage. Maintenant, puisque le laiton c'est principalement du cuivre, on fait alors un nickelage chromage et c'est ce qu'on va faire sur notre bague.
Alors en bijouterie, le chromage, il n'est pas vraiment utilisé. Il faut y faire attention, d'ailleurs certaines peaux ne le supportent pas et font un petit peu des allergies. On le retrouve le chromage dans les bijoux fantaisie, vous savez, hein, les 10 bagues à 1,50 €. Alors juste un petit mot au sujet des procédés de chromage. Le procédé ancestral, qui est un process au chrome 6 qui contient des ions Cr6+, est en fait un process très très polluant et qui est devenu extrêmement réglementé depuis 2017, quasiment interdit. On le remplace aujourd'hui par des procédés au chrome 3, c'est ce qu'on va utiliser, qui contient des ions chrome 3+. Alors en bijouterie, ce qu'on retrouve le plus communément, c'est de l'argent. L'argent a tendance à ternir un petit peu avec le temps, recouvert d'une couche de rhodium, l'argent rhodié, au travers de ce qu'on appelle le rhodiage. Mais si vous préférez le côté bling bling, style gangsta rap, eh bien là, on a le plaqué or, au travers de ce qu'on appelle la dorure, ou l'argenture quand on recouvre d'une couche d'argent. Bon, je sais, je vous ai dit que le chrome, c'est pas terrible pour les bijoux. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on fait pas au cours de ce TP un bain de dorure ou un rhodiage, eh bien parce qu'un bain de dorure, ça coûte aux alentours de 250 € le litre. Un bain de rhodium, on est plus aux alentours de 1500 € le litre. Alors revenons un petit peu à notre chimie et en quoi la galvanoplastie va nous intéresser. Eh bien parce que c'est un excellent exemple de cas où on force une transformation chimique. Par exemple, si l'on prend du fer et des ions cuivreux, eh bien la constante d'équilibre, elle est très très grande, la réaction est quasi totale. On a alors le fer qui se recouvre de cuivre métallique. Si la constante d'équilibre elle est grande dans ce sens-là, alors dans le sens inverse, c'est-à-dire l'action des ions ferreux sur le cuivre métallique, eh bien, elle est proche de 0. Ce qui fait que la réaction, elle est impossible. Impossible dans le sens spontané, mais on va voir qu'on peut arriver à la forcer en utilisant un générateur qui, lui, va imposer le sens de parcours des électrons et donc le sens de la transformation chimique. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse. Alors jetons un petit coup d'œil à notre montage de galvanoplastie. Il nous faut dans un premier temps une alim stabilisée puisque c'est le générateur qui va imposer le sens de parcours des électrons et qui va donc forcer la transformation chimique. Et puis il nous faut un bain de sel métallique. Ici du sulfate de nickel qui contient des ions nickel 2+, Ni2+, qui vont subir une réduction à la surface de la bague et se transformer de nickel 2+ en nickel métallique. On aura aussi besoin d'une électrode en nickel. C'est cette électrode en nickel qui va permettre d'alimenter le bain en nickel 2+. Cette électrode, on la relie du côté plus du générateur, elle va former l'anode. Du côté moins, on relie la bague que l'on souhaite nickeler et ça va former la cathode. Alors pour ceux qui sont en train de se gratter la tête en se souvenant des piles et se souvenant que dans une pile, la cathode elle est du côté plus. Et bien surtout faites attention, ce n'est pas ça les définitions. La cathode, c'est le siège de la réduction, l'anode, le siège de l'oxydation. La différence, elle tient en réalité au fait que dans une pile, ce sont les couples qui imposent le sens du courant, alors que dans un électrolyseur, eh bien, c'est le générateur qui, lui, impose le courant, de manière à forcer la transformation chimique. Allez, on va réaliser le même travail que l'on avait fait sur les piles pour comprendre le fonctionnement d'un électrolyseur. Et la première étape, c'est se fier aux polarités du générateur, plus-moins, pour définir le sens du courant, du plus vers le moins, et le sens des électrons qui vont en sens inverse du courant. Bien ça nous permet de dire que les électrons, ils partent de l'électrode de nickel pour arriver jusque sur notre bague. Si les électrons partent de l'électrode de nickel, on peut écrire la demi-équation. Ni donne Ni2+, plus 2 électrons. C'est donc une oxydation. Et par définition, le siège de l'oxydation, c'est l'anode. Notre anode de nickel va donc libérer des ions Ni2+, et alimenter le bain en ions. Les ions nickel, on va donc les retrouver autour de notre bague, sachant que des électrons arrivent au niveau de la bague, eh bien on peut écrire Ni2+, plus 2 électrons donne Ni. C'est une réduction, et donc, par définition, la cathode est le siège de la réduction.
Le bilan de fonctionnement, il est là. Notre anode de nickel, elle va donc se dissoudre dans la solution. Et puis notre bague, elle va se nickeler, se recouvrir d'une couche de nickel. Une petite remarque, on va s'en apercevoir au cours du fonctionnement de notre électrolyseur. Il peut apparaître une réaction parasite qu'il s'agit de limiter au maximum. Notre bain, il est acide, il contient des ions H3O+. Et on connaît le couple H+, H2. 2H+, plus 2 électrons donnent du dihydrogène gazeux. C'est la réaction de réduction de l'eau qui forme du dihydrogène. On verra donc, s'il y a réaction parasite, apparaître des petites bulles de dihydrogène au niveau de la bague. Alors à signaler que cette réaction, elle n'est pas toujours parasite. Elle est notamment utilisée dans ce que l'on appelle l'électrolyse de l'eau, qui permet par réduction de l'eau de former du dihydrogène gazeux, par oxydation de former du dioxygène, et tout ça pour la fabrication de combustible pour les piles à combustible des véhicules à hydrogène. Bon, à votre programme en SP, vous devez savoir modéliser et schématiser le fonctionnement d'un électrolyseur. C'est ce qu'on vient de voir. Mais attention, vous devez être aussi capable de calculer à partir de l'intensité et de la durée de fonctionnement de l'électrolyseur, des quantités de matière. C'est ce que l'on va faire tout de suite parce que la question qu'on peut se poser, c'est quelle épaisseur de nickel va-t-on déposer sur notre bague? Le site golden.co.uk nous propose un calculateur de nickelage. On commence par entrer les informations. On va partir sur 1 cm² de laiton à nickeler. Et on veut une épaisseur de 6 microns d'épaisseur de nickel. Le calculateur nous affiche le résultat suivant. Il nous préconise de nickeler avec une intensité de 20 mA pendant 15 minutes. Alors 20 mA, oui, mais pour 1 cm². Ça nous permet d'introduire la notion de densité de courant que l'on note J, et dans le cas du nickelage, on préconise une densité de 20 mA par cm², parce que votre bague, elle ne fait pas tout à fait 1 cm². Partons de l'équation de réduction du nickel de plus en nickel, qui nous dit qu'en fait, il faut 2 électrons par ion nickel, par atome de nickel. On se rappelle aussi les formules essentielles vues en première SP et dans le chapitre 12. La quantité de charge, c'est la quantité de matière d'électrons fois la constante de Faraday, 96 500 coulombs par mol, mais c'est aussi l'intensité fois la durée. Bon, avec tout ça, on va se débrouiller pour calculer notre masse de nickel, non? Allez, on met en pause et on tente la démonstration. Feu, c'est parti! Le résultat, il est là, c'est que la masse de nickel, c'est l'intensité fois la durée fois la masse molaire divisée par 2F. Bon, maintenant que l'on a exprimé la masse de nickel, on peut, grâce à la masse volumique, remonter à l'épaisseur de nickel. La démonstration, elle est ici. Il faut partir du fait que la masse, c'est la masse volumique fois le volume. Et le volume, c'est l'épaisseur fois la surface de métal à nickeler. Un petit point d'attention, lorsque je fais passer la surface à droite, on se retrouve avec du I sur S, intensité en ampères divisé par la surface en cm², on retombe sur la densité de courant J. On exprime comme ça l'épaisseur, vous avez toutes les données, vous êtes capable maintenant de passer au calcul. Bon, je vous conseille de vous ouvrir une feuille de calcul de tableur qui nous servira de calculateur. Les résultats que l'on obtient, ils sont similaires à ceux proposés par le site pour du 20 mA par cm² pendant 15 minutes. Ça nous donne une couche de nickel de 6 microns. Calculez aussi la surface développée de votre bague ou de votre anneau. Chez moi, elle fait 5,7 cm² environ, ce qui me permet de savoir que je dois régler mon électrolyseur à 0,114 A, à 114 mA. Pour ce qui est de l'étape de chromage, attention, on a des ions chrome 3+, donc il y aura du 1/3 entre la quantité de matière en chrome et celle en électrons. On va partir sur un chromage avec une densité de courant beaucoup plus forte, 100 mA par cm², et pendant une durée un petit peu plus courte, 2 minutes vont suffire. Et si l'on fait nos calculs, on s'aperçoit que ça nous permet de chromer sur environ 3 microns d'épaisseur.
Et c'est parti pour cette première étape de nickelage. Alors avant de tremper dans le bain de nickel, ce que l'on peut faire, c'est parfaire le nettoyage et activer la surface du métal en trempant sous environ 3 volts dans un bain qui ne contient pas de sel métallique, uniquement de l'acide sulfurique à 1 mol par litre. On va assister là à la réduction de l'eau en dihydrogène. Cette réduction de l'eau en dihydrogène gazeux va créer plein de petites bulles qui du coup vont finir de décrocher les petites impuretés, les petites saletés. Il n'y a pas besoin de le laisser longtemps, une dizaine de secondes, pas plus. On assiste ici à une effervescence normale, le dihydrogène. Ensuite, on vient là, on sort du bain, on rince dans une première eau de rinçage qui partira, elle, au recyclage. Et ensuite, dans une seconde eau de rinçage, on va baisser un petit peu la tension pour ajuster. On a calculé 0,11 ampères, un petit peu plus pour moi, aux alentours de 0,17. Et bien là, on va pouvoir enfin plonger notre bague dans le bain de nickel, déclencher le chronomètre. Ok, je relis ici. Et là, hop, on a un petit peu trop d'intensité, il m'en faut un petit peu moins. On a dit environ 0,17 ampères. On a encore quelques petites bulles d'hydrogène qui se forment. On peut les faire partir, ça peut nuire à la qualité du nickelage. Ok, et on règle correctement. On règle correctement et on va déclencher le chronomètre. Toujours en train de nickeler, hein. Je crois que c'est prêt. Allez, voyons le résultat. Ici, on le passe première eau de rinçage, seconde eau. Et j'ai envie de vous dire... nickel Michel, ce nickelage. Oh, je suis désolé, c'est Janine qui souhaitait absolument faire cette blague. On va maintenant, sans plus tarder, passer à la deuxième étape, l'étape de chromage. On écarte le bain de nickel et on va passer dans le bain de chrome. On avait calculé ensemble environ 0,45 ampères pour ma bague qui est un petit peu plus grosse. J'ai calculé 0,68 ampères. On va donc tranquillement, là ça va le faire. Dis Siri, mets le minuteur dans 2 minutes et on se retrouve dans 2 minutes. Et bien voilà, c'est comme ça que se termine ce dernier TP de ces 2 années de SP. Il n'y a plus maintenant qu'à éteindre le générateur. Pensez à bien rincer le chrome. Et puis maintenant, j'ai envie de vous dire, mes petits scientifiques, je peux laisser tomber tout ça. La dernière chose qu'il vous reste à faire, du coup, c'est chausser votre bague porte-bonheur et vous diriger vers le grand oral et l'enseignement supérieur.